bonjour. Merci de m'accueillir dans cette institution et surtout heureux de voir qu'il y a tout de même des gens qui sont intéressés par venir écouter un discours sur la Covid-19, malgré que pour beaucoup de monde, on préfère ne plus en entendre parler à l'heure actuelle. Ici, en fait, le but de cette conférence, lors de l'épidémie, et ça existe toujours maintenant, mais ça a été un peu médiatisé lors de l'épidémie et parfois un peu un côté utilisation politique, de ce qu'on appelait des modèles mathématiques liés à la transmission des maladies infectieuses, mais ici donc adaptés à la Covid-19, et de voir ce qu'il y a derrière, réellement comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des choses sérieuses derrière ou est-ce que c'est juste une boule de cristal qui prédit n'importe quoi. Donc voilà, moi, je suis professeur à l'université de Namur. Je travaille dans un groupe qui s'appelle le groupe CIMID, qui en fait regroupe maintenant 4 universités, Hasselt, Anvers, la VUB et Namur, avec toutes des personnes qui travaillent là-dessus, sur la modélisation mathématique, certaines depuis plus de 15 ans. Donc il y a toute une expérience là-dessus au sein de ce groupe. Alors évidemment, on est au niveau Covid-19, on est plutôt à un niveau qui paraît être médical. Donc, il y a une grosse interrogation que viennent faire les mathématiques dans un domaine médical. Certains disaient, mais vous n'avez rien à faire maintenant, vous viendrez après pour faire des statistiques. Ce qu'on fait ici, c'est tout à fait autre chose que des statistiques. Et rien que déjà, voilà, il y avait un gros mélange, je dirais, scientifico-politico-médiatique qui n'était pas habituel, vu que d'habitude, la science est faite dans l'université. Ça n'en sort que très temporairement. Ça peut sortir lors des conférences pour du grand public, mais de là à venir sortir dans les médias des résultats, ou plutôt on en parlerait partie de résultats, ou parfois résultats transformés, parce qu'on est bien d'accord que quand vous êtes au journal télévisé, vous ne pouvez pas faire une conférence d'1 heure pour expliquer ce que vous avez fait. Ça a donné des choses un peu bizarres, et on va pouvoir un peu analyser aussi différentes erreurs d'interprétation qu'il y a eu là-dessus. Je viens sur le fait que beaucoup de personnes ont été surpris de voir les mathématiques associées à un domaine médical. Quelques vrais commentaires sur des articles de presse que j'ai repêchés, avec même les fautes d'orthographe originales. Super, même les Chinois n'ont pas pensé à faire appel à des mathématiciens. On vit un peu comme des extraterrestres. Et sinon, il lit l'avenir dans les marques de café aussi, ce brave monsieur. Donc là, on a vraiment le côté... on a l'impression qu'on est des Madame Irma. Ça a vraiment été le surnom, a été mis par moment. Quand est-ce que le professeur de gymnastique, de géographie ou de sciences politiques donnera aussi son avis? Je suis très intéressé par son discours. Il a vraiment l'air, voilà, les maths, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'on vient faire là? Nous, on veut voir un médecin. Ou, je ne sais pas, c'est peut-être un berger ou un prêtre dans votre conseil d'experts. Donc, il y en a plein d'autres, mais beaucoup qui me faisaient rire comme ça, parce que, clairement... voilà, le public, les mathématiques, ceux qui connaissent, c'est ce qu'ils ont vu essentiellement à l'école secondaire, c'est juste faire des calculs, parfois des statistiques ou des régressions au mieux. Et en fait, on fait plein de choses différentes, et là, c'est une chose qui est un peu surprise, y compris au niveau des scientifiques également, parce que beaucoup de scientifiques étaient aussi un peu sceptiques. Alors, voici le plus grand sceptique, je dirais, au niveau des modèles mathématiques, vous connaissez le professeur Raoult. Et en fait, lorsque j'ai dû choisir le titre pour cette conférence, eh bien, justement, il y avait une vidéo YouTube qui venait de sortir il n'y a pas longtemps, je suis tombé dessus, avec ce professeur qui disait qu'il avait souvent comparé les modèles de Covid à de l'astrologie, et là, il a carrément dit non, en fait, c'est faux, les astrologues sont supérieurs. Autrement dit, on est encore moins bons que les astrologues. Bon, on ne va pas discuter sur est-ce que l'astrologie a réellement quelque chose de sérieux ou pas. Là, ce serait le sujet d'une autre conférence pendant certainement 1 heure. Mais ici, je vais essayer un peu de vous montrer justement ce qu'il y a derrière et pour que vous fassiez une opinion sur est-ce qu'on fait vraiment de l'astrologie en lisant dans les astres et en sortant n'importe quoi, ou est-ce qu'il y a réellement quelque chose, mais que simplement il faut comprendre la façon dont on travaille. Alors, j'ai mis un peu le compteur-part du professeur Raoult, parce qu'il aimait bien attaquer un autre professeur, qui est le professeur Ferguson, de l'Imperial College, simplement parce que c'est l'une des personnes, il y en a beaucoup dans le monde qui travaillent sur ce sujet-là, mais qui avait été parfois un peu médiatisé pour des prédictions de, en gros, on va tous mourir si on ne fait rien, pour différentes épidémies. Là, vous voyez un article de presse en dessous où on comparait les prévisions qui avaient été données par l'Imperial College, comme quoi il y aurait 600 000 morts au Royaume-Uni, et il n'y en a eu que 32 000.
Bon, il n'y en a que 32 000 au 12 mai 2020. Hein. On sait bien que le Covid a malheureusement tué beaucoup plus après ça. Mais voilà, il y avait souvent cette opposition. Vous avez prédit ça, ça n'est pas arrivé. On va un peu expliquer parce qu'évidemment, ici, bon, c'est un peu mis quand même correctement. Les prévisions étaient sans aucune mesure. Et puis après, les décès, c'est avec les mesures. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait eu 600 000 morts s'il n'y avait pas eu de ces mesures-là? Ça, on essaiera de voir un peu plus tard comment on peut interpréter cet élément-là. Alors, ici, j'ai envie de commencer un peu par justement pourquoi est-ce qu'on utilise d'autres techniques scientifiques que celles purement médicales pour travailler sur un problème aussi complexe que la Covid-19. Pourquoi? Pas juste en fait réserver ça aux médecins. Moi, je ne suis pas médecin de formation, pas du tout. J'ai dû apprendre évidemment certains éléments relatifs à l'épidémiologie pour pouvoir faire ça, mais je ne me revendique pas du tout comme médecin. Et en fait, au début de l'épidémie, il y a eu plein de personnes de domaines différents qui ont dû travailler ensemble, ce qu'ils n'avaient pas nécessairement l'habitude. On s'est même réunis dans le bâtiment juste à côté, ici, en fait, au bout de quelques mois, parce qu'il y avait un peu cette idée dans les médias, les experts ne sont pas d'accord, tout le monde dit tout et n'importe quoi. Et puis en fait, en se réunissant, on a remarqué qu'on était presque tous d'accord sur la même chose. Et je vous présente une petite fable qui circulait entre nous pendant la période Covid, qui expliquait un peu le problème auquel on faisait face, qui est une fable indienne des aveugles et de l'éléphant. Cette fable dit la chose suivante: vous imaginez qu'il y a 6 aveugles qui ne connaissent pas ce qu'est un éléphant. Personne ne connaît. L'éléphant, c'est tout nouveau, ça débarque d'une autre planète, on n'a jamais vu. Et chacun vient et, par son expérience, touche un bout de l'éléphant. Et chacun en déduit différentes choses. Alors évidemment, il y a un aveugle qui touche uniquement les défenses et il pense que l'éléphant a quelque chose de dur, extrêmement dur. La personne qui touche la queue pense qu'un éléphant, c'est comme un serpent. La personne qui touche les jambes pense mais ça doit être un tronc comme un arbre. Et chacun a une vision parcellaire de ce qui se passe, une vision vraiment partielle. Et en fait, il faut que tout le monde se mette ensemble pour avoir une vision complète de l'éléphant, parce que c'est quelque chose de nouveau et on n'a pas une vision complète. Et au niveau de la Covid-19, c'était vraiment la même chose. En fait, chacun avait un peu des rôles différents, y compris le professeur Raoult qui voyait d'un certain point de vue et qui est tout à fait expert et tout à fait raison de son point de vue, mais ne pouvait pas voir la partie, l'autre aveugle qui se trouvait de l'autre côté. Même chose du côté des mathématiques, on ne voit qu'une certaine partie et il faut bien entendu associer le reste. Et donc, c'était vraiment pour le fait de dire que c'est assez inutile pour un scientifique de dire mais ceux des autres disciplines, en fait, ils n'y connaissent rien, ils ne voient rien, ils font tout à fait autre chose. Simplement, ils étudient une autre partie du phénomène. Alors, je vous fais un très très rapide historique de l'étude mathématique des maladies infectieuses. Ça n'a pas commencé avec le Covid, ça existait déjà avant. Ce n'est pas si vieux, n'empêche, parce que les premières vraiment études qu'on pourrait dire datent du milieu du XVIIIe siècle avec Bernoulli. Et c'était sur quelque chose encore beaucoup plus grave et controversé que ce qu'on faisait ici. C'était sur le fait d'inoculer des virus vivants de la variole pour essayer d'augmenter l'espérance de vie. Donc la variole tuait énormément, il y avait différentes souches qui circulaient, certaines qui tuaient un peu moins, et l'idée c'était de rendre réellement malade tout le monde avec les versions qui tuent moins, pour éviter que ces personnes-là tombent malades avec les versions qui tuent davantage. Donc évidemment c'est excessivement controversé, j'ose pas imaginer si on faisait ça à l'heure actuelle, les réticences qu'il y aurait, mais mathématiquement, voilà, Bernoulli a réussi quand même à prouver que, en fait, ça faisait gagner l'espérance de vie de l'ordre de 3-4 ans, je pense, mais à ce moment-là, c'était plutôt l'ordre de 30 ans, l'espérance de vie. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'était quand même suffisamment important. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il fallait le faire? Pas nécessairement, c'est juste l'une des données. Il faut mettre tous les risques, etc. en balance, mais au moins, ça permettait d'avoir une idée mathématique de est-ce qu'il y a au moins une certaine efficacité d'un certain point de vue. On n'était pas avec des modèles actuels, là c'était juste une étude statistique. Les premiers modèles, vous avez peut-être entendu parler, ça vient de Kermack et McHendricks en 1927, le modèle SIR, j'en parlerai un peu, qui était appliqué à la peste de Bombay.
Donc, on est sur une petite centaine d'années. Et ça m'a beaucoup amusé de voir parfois des critiques dans les journaux en disant « Les mathématiciens utilisent un modèle qui a quasiment 100 ans, c'est du n'importe quoi ». Bon, je vais vous montrer que ce n'est pas vraiment ça qu'on utilise en fait. Et puis de toute façon, les modèles d'Albert Einstein de relativité générale sont toujours très bien utilisés pour modéliser les systèmes GPS et ça marche très bien. Ce n'est pas parce qu'un modèle a 100 ans qu'on ne peut pas l'utiliser. Mais comme je le montrerai, il y a un problème, surtout avec le Covid sur certains points, à utiliser simplement ce modèle-là. Alors en fait, ce modèle de base a été amélioré par différents mathématiciens. Alors, on voit ici tous des noms, des dates, c'est quand même surtout vers la fin du XXe siècle. Hein, donc c'est quand même assez récent comme discipline au niveau des évolutions. Et alors, évidemment, il y a eu l'explosion en 2020 avec le Covid, où beaucoup de gens qui n'en faisaient pas s'y sont mis. Et donc, il y a eu énormément de modèles très importants qui ont été développés. Et parallèlement, ce que j'appellerais des modèles Twitter, c'est toutes des personnes qui se sont dit « moi aussi, je vais essayer avec quelque chose pas nécessairement adapté et je vais moi aussi de ma petite prédiction et tout le monde comme ça peut jouer à Madame Irma ». Mais évidemment, il y avait des différences et il fallait faire un peu attention, comment prendre en compte tout ça. Alors, je vais parler un peu de ce modèle SIR. C'est le plus simple qu'on peut faire. Bon, on peut encore faire un SI, mais c'est vraiment, on va dire, le modèle de base. L'idée, la chose suivante, comme on ne peut quand même pas savoir ce que tout le monde fait en Belgique, 11 millions de personnes, chacun fait des choses différentes, chacun réagit différemment, on va en fait imaginer que les individus sont répartis dans 3 compartiments. On parle de modèle compartimental à partir de là. On va classer les personnes en susceptibles, infectés et recovered. Donc susceptibles, c'est les personnes qui peuvent être infectées. A priori, tout le monde. Pour certaines maladies, il y a parfois que des personnes en immunité naturelle pour le Covid n'a pas l'air d'en avoir beaucoup. Donc, les personnes qui n'ont pas d'immunité venant d'une infection précédente, etc. Les personnes infectées ou infectieuses, théoriquement, ce n'est pas la même chose. Infectées, vous avez le virus. Infectieuse, vous savez le transmettre. Ce n'est pas parce que vous avez le virus que vous le transmettez tout de suite. Il y a une certaine période, il faut que vous soyez contagieux. Dans ce modèle-là, il est tellement simplifié que on met tout en même temps. Vous avez le virus, vous transmettez tout de suite. Et recovered, c'est les personnes qu'on dit, ben voilà, elles sont sorties de leur maladie ou de leur infection, elles sont maintenant immunisées, elles ne peuvent plus être infectées. Et donc, vous avez un peu ces 3 cases, verte, rouge et bleue. Et vous pouvez imaginer comme on met des personnes dedans, fictives, et elles se déplacent suivant les flèches d'un compartiment à l'autre, un peu comme s'il y avait de l'eau dans le premier compartiment et qui allait progressivement aller dans le deuxième et puis dans le troisième. Alors évidemment, pour faire un modèle, il faut contrôler la façon dont on va passer d'un compartiment à un autre, un peu comme des robinets qui vont dire à quelle vitesse on part d'un compartiment à un autre. Et là, il y a 2 paramètres, bêta et gamma, ici. Bêta, en fait, ça va correspondre à une probabilité de transmission, et gamma, un taux de guérison. Et en fait, ces paramètres, ils sont dépendants de la maladie, suivant que c'est la Covid-19 ou une autre maladie. Des données que vous avez, ça va dépendre également du pays. Ce n'est pas parce qu'on est dans des pays différents que la transmission sera la même. Les gens se rencontrent plus, les gens font plus attention. Il y a différentes choses. Mais voilà, il va falloir estimer en fonction des données. Alors, je vais ici mettre pendant 5 minutes l'une ou l'autre petite équation. Je suis mathématicien, donc je ne vais pas résister à mettre quelques équations. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les équations, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste pour vous montrer sur ce modèle simple un peu comment marchent ces paramètres. Le plus simple, c'est le taux de guérison. Vous avez des personnes qui sont malades ou infectées, et puis elles ne le sont plus à un certain moment, mais quand? Est-ce qu'on va dire au bout de X jours exactement, tout le monde est guéri? Non, en fait, on fait ça un peu comme un flux, un peu ce flux de robinet. On imagine que chaque jour, un pourcentage des personnes qui étaient infectées guérissent, ou ne sont plus infectées. Donc une proportion, par exemple, 1/10 tous les jours. Dans un exemple, ça pourrait être 1/7. En fait, ça va revenir à quoi? Ça va revenir au fait que l'inverse de ce paramètre va représenter la durée moyenne de l'infection. En mathématiques, c'est ce qu'on appelle une loi exponentielle. Si je vous donne l'exemple avec 2, par exemple, si on disait que la moitié des personnes, chaque fois, guérissent, vous avez la moitié qui guérissent le premier jour, la moitié de ce qui reste le deuxième jour, donc en fait les 3/4 sont guéris, mais il reste encore un quart.
dont la moitié va guérir le jour d'après. Et vous voyez, il y a des gens qui guérissent en 1 jour, en 2, et d'autres en 5, 6. En moyenne, ça va faire 2. Et donc, c'est l'hypothèse qu'on fait généralement, qui n'est pas exactement la réalité, mais qui fonctionne assez bien. Pour le paramètre bêta, pour l'infection, en fait, ça va être plus compliqué, parce que vous ne pouvez pas dire « je suis susceptible, au bout d'un certain temps, je vais devenir infecté ». Non, il y a des choses qui se passent, c'est que vous allez être infecté quand vous rencontrez quelqu'un qui, lui, est infectieux, et qu'en plus, votre corps n'arrive pas à se défendre contre le virus. Ce n'est pas parce que vous croisez quelqu'un qui a été infecté que vous allez avoir le virus également. Donc, il y a une sorte de probabilité de transmission qui se met, qui dépend en fait de 2 choses, à la fois de cette idée probabilité, vous croisez quelqu'un qui est infecté, vous ne l'avez pas nécessairement, mais en plus, est-ce que vous croisez quelqu'un qui est infecté ? Tous les jours, vous sortez, vous allez faire les courses, vous allez au travail, vous allez à des différentes activités, vous croisez différentes personnes. Et donc, en fait, vous ne savez pas si les gens que vous croisez sont infectés. C'est une caractéristique de la Covid-19, essentiellement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui restent asymptomatiques. Donc, ce n'est pas comme une maladie où si vous l'avez, vous êtes cloué au lit, vous ne sortez pas. Donc, vous croisez des personnes, certaines le sont, certaines ne le sont pas. Et l'hypothèse en fait qui est faite, c'est que la probabilité que quelqu'un que vous rencontrez soit infecté, c'est en fait la proportion entre le pourcentage, le nombre de personnes infectées à ce moment-là et la population totale. Donc si I, c'est le nombre de personnes qui sont infectées et N, c'est la population totale, I sur N, c'est la probabilité, quand vous croisez quelqu'un, que cette personne-là ait le virus. Et on suppose que cette transmission est proportionnelle à cette probabilité, parce qu'il y a d'autres choses qui vont venir en plus. Alors, proportionnel à quel niveau ? Donc, l'idée, c'est qu'en fait, un individu va croiser quelqu'un, il a une certaine probabilité d'être infecté. Donc, s'il y a 2 fois plus de personnes infectées, il y a 2 fois plus de chances qu'il y ait des nouvelles infections. Mais plus il y a d'individus qui circulent et qui peuvent être infectés, plus aussi vous allez avoir des nouvelles infections. Donc pour chaque individu qui se balade et qui croise des personnes, il y a une certaine probabilité. Si vous avez 2 fois plus de personnes qui se baladent, forcément, vous avez 2 fois plus d'infections. Donc en fait, on va devoir faire le produit de S et de I. S, c'est les personnes qui peuvent être infectées. I, c'est les personnes qui sont infectées. 2 fois plus de personnes qui peuvent être infectées va donner 2 fois plus d'infections. Et on a ici donc, un petit calcul, bêta fois S fois I sur N. S, c'est les personnes qui se baladent, qui peuvent être infectées. I sur N, c'est on croise des gens, la probabilité qu'ils sont infectés. Et il reste ce bêta, mais en fait, qui va en gros représenter le nombre moyen de contacts que les personnes ont. Si vous croisez 10 personnes en moyenne, ça va donner ça. Fois encore la probabilité de transmettre la maladie. Donc en fait, il y a les 2 dedans, la probabilité de transmettre et le nombre de contacts. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment cette idée, nombre de contacts va changer beaucoup. D'où le fait que, voilà, dans les périodes de confinement, on diminue le nombre de contacts chez tout le monde, et bien on diminue le nombre de nouvelles infections. Et donc, en fait, je vous dis, il y aura très peu d'équations, mais voilà les équations de base de ce modèle. Elles doivent se lire de la façon suivante. Vous avez S au temps t plus 1 et S au temps t, un jour et le lendemain. Le nombre de personnes dans le compartiment S le lendemain, c'est le nombre de personnes du jour précédent moins ce calcul, qui est le nombre de personnes qui en sortent, calcul que j'ai expliqué. Et ce nombre de personnes qui sortent du compartiment S est égal au nombre de personnes qui rentrent dans le compartiment I. On ne perd pas des gens au passage. Donc ce qui est en négatif d'un côté est en positif de l'autre. Et puis du compartiment I, il y a aussi les personnes qui guérissent. Là, c'est plus facile, c'est juste I fois gamma, un pourcentage chaque jour, et ces personnes-là sont rajoutées en dessous. Donc au final, la population, elle ne change pas. Au total, simplement, les individus se déplacent en fonction de ce petit calcul. Alors ça, c'est une version que je dirais discrète, on fait chaque jour. Mathématiquement, en fait, on utilise une version plus souvent continue, à l'aide d'équations différentielles, donc avec des dérivées. Simplement, on va faire ça progressivement tout au long de la journée. À chaque seconde, il y a des très légers changements. Mais c'est exactement les mêmes équations qu'avant, donc chaque fois, ce qui sort est la même chose que ce qui rentre de l'autre côté. Et en fait, ça c'est un peu moins connu, mais ce qu'on utilise, et ce qui est vraiment idéal d'utiliser, c'est des versions qu'on va appeler stochastiques de ce modèle-là. Alors stochastique, ça veut dire qu'on va rajouter de l'aléatoire.
Ici, on va encore avoir des personnes qui sortent d'un compartiment et qui rentrent, mais qui suivent des lois de probabilité. Et l'idée est un peu la suivante. Si par exemple, on dit il y a une personne sur 10 qui guérit chaque jour, en moyenne, tous les 10 jours, les gens guérissent, plutôt que dire chaque jour, on prend 10% des gens et guérissent, on va dire chaque personne a une probabilité d'1 sur 10 de guérir. Et un peu, on lance les dés pour tout le monde, tous les jours. Aujourd'hui, vous guérissez, non, vous ne guérissez pas, ben on relancera les dés demain pour voir si vous guérissez, ainsi de suite. Ça colle déjà un peu plus à la réalité parce qu'on n'a pas quelque chose qui est le même tous les jours. Et on peut refaire tourner le modèle pour avoir d'autres variations, ainsi chaque fois au hasard. Même chose pour les contacts entre les gens. Chaque fois vous croisez quelqu'un, ben, vous avez une certaine probabilité qu'en fait il soit infecté ou qu'il ne le soit pas, qu'il vous transmette la maladie ou pas, et on va retirer au dé à chaque fois. Ces trois versions sont à peu près similaires, juste que voilà, celle stochastique est encore mieux parce qu'elle donne une certaine incertitude sur les aléas de la vie. Alors sur ce modèle très simple, en fait, mathématiquement, on peut l'étudier et connaître la dynamique, c'est-à-dire pas tout à fait le résoudre et dire la solution c'est ça, on sait l'approcher, mais on sait dire les comportements, d'office ce qui va se passer. Et en fait, ça va dépendre de ces deux paramètres bêta et gamma. Alors en fait, si bêta divisé par gamma est plus petit que 1, ça veut dire que bêta est plus petit que gamma. Quand on résout mathématiquement, on voit que le nombre d'infectés diminue toujours et descend vers 0, et en fait, il n'y a aucune épidémie. Donc si vous avez une maladie, quand vous estimez ces paramètres bêta et gamma pour lesquels bêta est plus petit que gamma, il n'y aura jamais d'épidémie. En fait, ça vient de l'idée que les gens guérissent plus vite que l'on crée des nouvelles infections. Si c'est l'inverse, si on a bêta qui est plus grand que gamma, donc bêta sur gamma plus grand que 1, alors on a une épidémie parce que le compartiment ici, au début, après ça va changer, mais une trajectoire qui est exponentielle. Les fameuses exponentielles dont on parlait dans les journaux, et ça augmente, et 2, 4, 8, 16, 32, etc. Là, il y a épidémie. Est-ce que ça va continuer indéfiniment? Non. En fait, il va falloir regarder une valeur qui est ce bêta sur gamma, mais fois un coefficient qui est en fait le pourcentage de personnes qui n'ont pas été infectées. S sur N. Est-ce qu'il reste encore 70% de personnes qui n'ont pas été infectées, 50%, etc. Parce qu'au fur et à mesure qu'il y a des gens qui sont infectés, il y a de moins en moins de personnes infectées. Donc on crée de moins en moins d'infections, parce que chaque fois que le virus voudrait infecter quelqu'un, il a déjà été infecté, il est protégé, j'y arrive pas. Et donc il fait de moins en moins d'infections, et au bout d'un certain temps, on a un rapport, là en dessous, qui descend soudain, et l'épidémie redescend. Et donc, ces petits calculs, vous les connaissez, hein, le bêta sur gamma, c'est ce qu'on parlait dans les journaux du nombre de reproduction du base, du R0. Et souvent, le R0, pour le Covid, au début, était entre 3 et 4, en gros. Ça voulait dire que, quelque part, ça rentrait 3 fois plus vite dans le compartiment rouge que ça en sortait. Donc, forcément, on a une augmentation. Et l'autre calcul, celui qui varie, qu'on tient compte des personnes immunisées, c'est ce qu'on appelle le RT, le nombre de reproductions effectives. Alors quand les médias parlaient de R0 qui changeait, c'était le RT en fait. Hein, simplement, c'était déjà compliqué d'expliquer qu'il y avait un nombre, alors expliquer qu'il y en a deux, mais le R0 c'est au début de l'épidémie, est-ce que ça démarre ou pas, et le RT ça va varier en fonction de ce qui se passe, y compris en fonction aussi des contacts entre les gens, vu que vous voyez qu'il y a le bêta qui est dedans. Si vous changez le bêta, vous voyez plus de monde, moins de monde, ça va changer. Et en fait, ce modèle, tout bête, si on essaie de tracer la solution, on obtient cette fameuse courbe en cloche. Et ça, c'était voilà, dans l'article initial, l'utilisation du modèle pour la peste de Bombay, où Kermack et McKendrick avaient montré que ça collait pas mal à ce qui se passait. Au final, vous avez bien ce départ en exponentielle, et puis on arrive à ce qu'on appelle la fameuse immunité collective, qui est la bosse en haut, où le virus ne sait plus aller plus vite que ce qui sort du compartiment, et puis ça redescend, et que ça prend encore un certain temps, parce que c'était souvent une idée qu'une fois qu'on a atteint l'immunité collective, c'est fini. Non, qu'une fois qu'on a atteint l'immunité collective, ça redescend, mais il faut encore redescendre en bas. Si on est en bas, ça va, mais si on est tout en haut, il faut un certain temps. Donc voilà pour ce petit modèle qui était utilisé par plein de monde, dont les fameux experts Twitter dont je parle. Et la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser pour modéliser le Covid-19? Et ma réponse, c'est non, pas comme ça. À une exception près.
tout au début de l'épidémie, s'il y a excessivement peu de données, les tout premiers jours, alors vous pouvez utiliser ce modèle-là parce qu'il est très simple et quand on a très peu de données, on ne peut pas utiliser un modèle compliqué. Parce qu'on a par exemple que 4-5 jours, le début, vous ne savez pas faire quelque chose de compliqué si vous avez juste 2-3 petites données, presque pas d'informations. Mais par la suite, en fait, il est beaucoup trop simple pour correspondre à la réalité du terrain. Et donc, du coup, si vous utilisez ce modèle-là, vous risquez d'arriver à des résultats qui sont complètement erronés par rapport à la réalité et louper énormément de choses. Et donc, ici, je vais essayer de vous montrer comment on peut améliorer ce modèle, pas les équations, parce que ça devient excessivement compliqué, mais les idées et les problèmes qui font que ce modèle est trop simple et pourquoi il faut tenir compte d'autres aspects. Le premier problème, il vient de ce fameux compartiment I. Vous voyez, on avait seulement des personnes susceptibles qui n'ont rien, des personnes infectées, des personnes guéries. Et donc, pour pouvoir déterminer ces paramètres, il faudrait pouvoir, ce qu'on appelle calibrer sur les données, faire coller ce modèle aux données de ces fameuses personnes infectées, mais est-ce qu'on les connaît? On a tous entendu parler des tests PCR, et le problème de ces tests PCR, c'est que plus vous en faisiez, plus vous trouvez des personnes infectées. Donc ça ne marche pas. Mathématiquement, vous ne pouvez pas dire que je vais faire un modèle sérieux en utilisant ces données-là. Ça, c'est complètement faux. Vous pourriez le faire si on décidait d'utiliser des PCR d'une façon différente, du type on va prendre 10 000 personnes au hasard, choisies aléatoirement, et on regarde combien sont infectées. On recommence tous les jours. Ça, évidemment, ça serait possible, parce qu'on aurait une bonne idée de la proportion de personnes infectées. Mais à partir du moment où on ne teste que les personnes qui vont à l'hôpital, qui ont des symptômes, on ne teste pas les autres, on n'a pas assez de tests, etc., ça ne change rien. On a plus de tests, ça augmente, ça descend. Il y avait même aussi des choses assez amusantes, c'est que généralement, évidemment, l'encodage et tout ce qui est information se fait moins bien le week-end, puis il y a un petit délai, donc automatiquement, le mardi et le mercredi, ça remontait par rapport au week-end. Non, c'est juste parce que les données arrivaient plus tard. Ça n'a aucun intérêt d'utiliser ça. Et donc, sur quoi on va se baser alors pour faire ces modèles, si on ne peut pas utiliser ces infectés? Eh bien, on va essayer d'utiliser des indicateurs plus sûrs, je dis plus sûrs parce qu'ils ne sont pas parfaits, malheureusement, le nombre de personnes hospitalisées. Ça marche beaucoup mieux tant que tous les hôpitaux rapportent on a autant de personnes qui sont hospitalisées, ce qui n'a malheureusement plus le cas maintenant. Ça a été arrêté au mois de juin. Maintenant, on n'a plus qu'une surveillance sentinelle, c'est-à-dire qu'il y a pour l'instant seulement 6 hôpitaux, 2 en Wallonie, 2 en Flandre, 2 à Bruxelles, qui disent on a autant de cas de Covid, ce qui est beaucoup plus compliqué à savoir ce qui se passe. Il faut essayer d'imaginer ce qui se passe au niveau du pays. Mais pendant le Covid, on a vraiment eu tous les hôpitaux qui disaient on a autant de personnes hospitalisées pour le Covid. Je dis que c'est quand même légèrement biaisé, il y a quand même une légère erreur, et des erreurs dans les deux sens, parce qu'en fait, dans les médias, on transmettait un chiffre, mais en réalité, nous, on en avait plusieurs, parce qu'il y avait des personnes qui étaient hospitalisées, dont on était sûr qu'elles avaient le Covid, parce que le test était là. Mais en fait, on ratait certaines personnes, parce qu'il y en a certaines qui étaient hospitalisées et qu'on ne savait pas encore que c'était pour le Covid. Le test arrivait plus tard, et donc ce nombre était un peu inférieur à la vérité. Et puis par la suite, tout le monde était testé, on mettait dans les unités Covid les patients qui avaient le Covid, mais parfois aussi des patients qui étaient venus juste pour une jambe cassée, mais qui avaient le Covid également. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils infectent des autres, ils étaient mis en unité Covid. Et on avait d'autres chiffres qui comptabilisaient ça aussi. Alors ces chiffres-là comptabilisaient un peu trop. Donc on avait un peu moins, un peu trop. Il faut faire ce type de correction. Parce que sinon, si vous prenez les données de Ciansano telles quelles, vous remarquerez qu'il y a toujours plus de personnes qui sortent de l'hôpital que de personnes qui rentrent dans l'hôpital. C'est assez magnifique. Donc il faut pouvoir corriger ce type de choses-là, mais ça peut être fait. À partir du moment où vous remarquez on a loupé autant à l'entrée, on a de trop à la sortie, on peut corriger. Nombre de personnes décédées, maintenant on n'a plus les données exactes également, mais à l'époque il y avait quand même des données qui étaient sûres. Alors vous aviez entendu que dans les maisons de retraite, on ne savait pas exactement, ça c'était vrai au début, les premiers mois, parce qu'on n'avait pas le temps de tester tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut bien séparer. Au niveau de la population, dans les hôpitaux, là c'était assez clair, avec très très peu d'erreurs, qu'on avait ce qu'il fallait. Dans les maisons de retraite, au début c'était un peu plus compliqué. Troisième élément qu'on peut utiliser, mais en fait c'est très peu existant, mais heureusement qu'ils y sont, je vous montrerai après, les tests sérologiques, c'est-à-dire essayer de savoir si des personnes ont des traces d'anticorps dans le sang. Ça, c'était fait au niveau des personnes qui donnaient leur sang, notamment. On détectait, bien voilà, parmi des personnes qui pensent n'avoir jamais eu la Covid-19, eh bien, en fait, il y a un certain pourcentage qui l'ont eu. Ça permettait d'avoir une idée de ce fameux nombre de personnes qui ont eu le Covid sans le savoir. Et donc, mais tout ça ne rentre pas dans
dans notre fameux modèle. Donc, on va l'adapter une première fois. On va beaucoup l'adapter. On va rajouter des compartiments. Donc ici, plutôt que d'avoir juste un compartiment infecté, j'ai rajouté un compartiment hospitalisé. Bon, lettre Q, c'est parce que c'est comme en quarantaine. Ils ne sont plus en contact avec les autres, ils sont à l'hôpital. Et un compartiment de personnes décédées. Et puis, on a déjà des transitions entre différents compartiments. Vous voyez déjà qu'on a augmenté les paramètres. On en a 5 maintenant, au lieu de 2, il va falloir les estimer. Bon, j'arrive, deuxième problème. J'en ai déjà parlé. C'est complètement faux que vous avez le virus, vous êtes infectieux, et puis vous ne l'avez plus. Il y a différentes phases. En gros, on peut diviser en 3 phases. Une période de latence. Le virus est en nous, mais il n'est pas encore assez développé, on n'est pas contagieux. Puis une période où on devient contagieux, mais on n'a pas encore de symptômes, période pré-symptomatique. Et puis, on développe des symptômes, et là, la contagiosité peut être un peu plus forte, plus ou moins au moment où on développe les symptômes. Donc, ça peut changer un peu. Et puis, il y a des personnes qui restaient asymptomatiques jusqu'au bout. Et ça, va falloir prendre en compte, parce que c'était vraiment une caractéristique de la Covid-19 d'avoir toute une série de personnes qui allaient faire leur cours sans savoir qu'en fait, elles avaient le virus, le découvraient jamais ou le découvraient seulement 3-4 jours après. Et donc, notre compartiment I, on va le séparer en plein de compartiments. On appelle exposé, là c'est le moment où on n'est pas encore infectieux, puis des infectieux mais avec différents stades, on a des symptômes ou pas, et on passe d'un stade à l'autre. Alors, voilà, je ne vais pas commencer à lister tous les paramètres, mais vous voyez que ça continue d'augmenter. Troisième, plus important problème, le virus du Covid ne se comporte pas de la même façon suivant votre âge. Ça, on l'a bien vu, il y a excessivement peu de jeunes qui sont hospitalisés, il y a beaucoup plus de personnes âgées. Si on prend le modèle de base, tout le monde aurait la même chance ou malchance d'aller à l'hôpital. Donc, il y a plein de choses qui sont complètement différentes. Le fait d'être symptomatique ou pas est différent également suivant l'âge. Donc, si on commence à mélanger tout le monde, on obtient quelque chose qui peut ne pas du tout correspondre à la réalité. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? En fait, c'est structurer le modèle en âge. C'est-à-dire que tous les compartiments que j'ai montrés avant, on va les multiplier par différentes catégories d'âge. On va par exemple prendre les personnes entre 0 et 10 ans, 10-20 ans, 20-30, etc. Et donc, on remultiplie tout à chaque fois et on aura des comportements différents ainsi suivant les âges. Bon, ça, c'est les 3 premières choses importantes à améliorer. Il y en a plein d'autres, vous pouvez toutes lister ici. Mais des modèles qui peuvent séparer hospitalisés soins intensifs, des paramètres qui me changeaient avec le temps, c'était particulièrement le cas au niveau des soins hospitaliers, parce que lors de la première vague, les médecins ne savaient pas très bien comment soigner, et puis la deuxième vague, ils avaient déjà amélioré leur technique, donc ben voilà, le modèle ne doit pas se comporter de la même façon. On a vu les maisons de retraite, c'était assez différent. Jusqu'ici, on imagine qu'on est en vase clos, que la Belgique est entourée de barbelés et qu'il n'y a pas de voyageurs qui viennent et qui repartent. Mais si, il faut tenir compte de ce genre de choses. Puis, vous savez, les variants qui sont arrivés, la vaccination, les réinfections. Au départ, on ne savait pas si on allait être infecté plusieurs fois. Maintenant aussi, tous les X temps, on se fait réinfecter. C'est de moins en moins grave, mais ça y est. Baisse progressive de l'immunité. Au début, vous avez été infecté ou vacciné, vous êtes super protégé, mais au bout de 6 mois, 9 mois, 12 mois, ça baisse progressivement, vous avez plus de chances. Donc tout ça peut être mis en ajout dans les modèles. Évidemment, au début, on ne s'amusait pas à mettre la vaccination quand il n'y avait pas de vaccin, donc ça a dû rajouter progressivement. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être mises, par exemple les disparités spatiales. Pour la Belgique, on l'a fait un peu, mais très peu, parce qu'en fait, la Belgique est tellement petite que ce qui se passait en Wallonie arrive en Flandre en moins d'une semaine. Mais si vous prenez évidemment des pays comme la Chine ou les États-Unis, il faut absolument faire des régions différentes et modéliser la façon dont les gens voyagent d'une région à l'autre. Rien que déjà qu'en France, entre Paris et le reste de la France, c'était déjà assez différent. Alors du coup, voilà, on change tout ça, ça donne quoi? Je vous montre l'exemple d'un modèle, à l'université de Namur, il y a plein de compartiments partout. Et tous ces compartiments sont multipliés un certain nombre de fois pour les âges différents. Et ici, c'est un modèle qui faisait de façon, par exemple, séparer les maisons de retraite avec 2000 copies des maisons de retraite pour voir ce qui se passait. Ça donne énormément de choses. Alors, on n'est plus sur quelque chose qui va pouvoir se résoudre avec un papier et un crayon, évidemment. Je vais en parler, mais on est sur des modélisations informatiques, des ordinateurs qui vont commencer à gérer tout ça. C'est impossible de faire à la main. Autre modèle qui en fait est le plus important qu'on a en Belgique, le modèle CIMID, donc de notre groupement de différentes universités, parce qu'on a été plusieurs personnes à contribuer à ce modèle-là.
Alors, il a vraiment énormément de choses. Déjà, lui, il a ce côté transition aléatoire dont j'ai parlé. Il y a une séparation en deux, haut et bas. En fait, c'est suivant les variants. Est-ce que vous avez le variant actuel ou le variant précédent pour pouvoir faire des différences? Quand Omicron est arrivé, les vaccins marchaient moins bien, il faut pouvoir tenir compte de ce genre de choses. Il y a le fait qu'au niveau de l'hôpital, on fait une différenciation, soins intensifs, etc. Et puis, différents statuts vaccinaux ou d'infections précédentes. Parce que si vous êtes vacciné autant de doses, avec tel type de vaccin spécifique ou tel autre, si vous avez été infecté par tel variant, si vous avez été infecté 2 fois, vacciné 3 fois, chaque fois ça va changer. Si vous avez été vacciné depuis longtemps et que ça a perdu l'immunité. Donc, il y a différents, dans le bout droit, c'est en fait, dans la partie droite, chaque petit rectangle SR est une copie de ce qui se trouve là. Donc, il y a tout ce qui est en haut x 10, et le tout encore x 10 pour 10 classes d'âge. Donc, on a cessé de compter le nombre de compartiments au total. Donc, tous ne sont pas utilisés tout le temps. On est bien d'accord que vacciner deuxième booster, ça ne sert pas les 3 premiers mois de l'épidémie. Mais il y a énormément de choses, et chaque fois des paramètres qui peuvent être différents. Donc, on a quelque chose d'excessivement complexe. Alors, voilà, je vous présente ici 2 modèles. En fait, combien en a-t-on eu? Généralement, il y en avait un qui était présenté pour ne pas trop perturber, que les gens se demandent bien de modèles, etc. En fait, il y a toute une série de modèles qui ont été développés, plusieurs de façon indépendante. Je vous montre les 5 plus importants. Il y en a d'autres, mais c'est ceux qui ont vraiment cette structure en âge et des structures complexes, comme je vous ai montré. Donc, ce modèle CIMIT, qui vraiment fait des transmissions aléatoires, qui est celui qui est basé sur les données les plus détaillées, qui ne sont pas nécessairement publiques, donc c'est fait en collaboration avec Sciensano, pour avoir des échanges de données plus précises. Modèle de Namur qui, lui, est un peu plus simple, mais prend en compte d'autres choses, les changements quand il y a des vacanciers qui viennent, les maisons de retraite, etc. Parce qu'il faut bien se rendre compte, vous voyez, c'est tellement complexe, on ne sait pas faire un modèle magique qui prend tout en compte. Donc, on va avoir certains modèles qui vont davantage prendre tel aspect, d'autres tel aspect. Un modèle qui est à l'université de Gand qui utilisait les données de mobilité Google pour essayer de voir la transmission, comment les gens se déplaçaient. Et puis encore d'autres types de modèles, parce qu'ici je vous ai seulement présenté les modèles compartimentaux, donc avec ces blocs, mais en fait on peut aussi faire des modèles qu'on appelle individuels ou à agents, où là on va modéliser chaque personne. Alors pas des vraies personnes, 11,5 millions de personnes fictives, mais avec des structures familiales, parents, enfants, visites, ainsi de suite. C'est beaucoup plus lent, c'est encore beaucoup plus complexe. Donc, il est plus difficile à utiliser, mais ça peut être utilisé pour tester des choses. Par exemple, qu'est-ce qui se passe justement s'il y a des visites à la maison, ce genre de choses. Et puis, un 5e modèle qui était un peu intermédiaire, on appelle les modèles métapopulation, qui là, on va avoir des différents groupes, soit spatiaux, ou ça peut être aussi des groupes de personnes sociologiques, et voir ce qui peut se passer de façon différente. Donc voilà, je vous ai présenté tous ces modèles. Vous avez vu, ils ont énormément de paramètres et c'est très éloigné de l'image que se fait le grand public, qui est souvent un modèle où il suffit de pousser sur un bouton et ça marche. Ça, on avait, les politiques nous posaient la question, est-ce que vous savez, pour demain nous dire ça? Non, on n'a pas juste un bouton à pousser, ça ne marche pas comme ça. Et également, ce n'est pas juste, on a une série de points, on fait passer une droite par ces points-là pour voir où ça va. Ça, c'est généralement un peu l'idée que les gens en ont. On a donc énormément de paramètres à estimer, plein de choses. Alors, ces paramètres, on fait comment? Il y en a certaines qui peuvent éventuellement être connues par littérature scientifique, par des tests qui ont été faits en laboratoire et tout ça. Comme exemple, au niveau du Covid avant Omicron, la fameuse période avant qu'on commence à devenir infectieux, c'est d'environ 2 jours. Les modèles pouvaient dire on va fixer ça à 2 jours. On peut aussi essayer de l'estimer et voir si ça retrouve 2 jours. Si ça retrouve 1,9, on dit le modèle est pas mal, il retrouve plus ou moins ce qui a été vérifié par les médecins. Mais beaucoup d'entre eux, de l'ordre d'une centaine, ça dépend des modèles, doivent être estimés. Et donc là, comment va-t-on faire? On va utiliser des données. Et alors les données, il faut faire un peu attention parce que des données, on en a plein, mais il y en a qui sont connues. Je vous dis par exemple, hospitalisation ou décès, c'est connu. Il y en a par contre qui sont inconnus, comme ces fameuses infections journalières. Comme ça changeait tout le temps, on ne peut pas s'en baser. Donc il faut se rendre compte que dans une structure complexe comme ça, en fait, il y a seulement certaines choses qui sont observées et d'autres choses qui sont inconnues. Donc l'idée va être trouver la façon dont ça fonctionne dans ce modèle-là pour coller aux données qu'on observe le plus proche possible. Et en même temps, on pourrait avoir peut-être une idée des données inconnues
qui n'existe pas, et le modèle va pouvoir dire, ben, moi je m'estime qu'on devrait avoir autant d'affections tous les jours. Alors en fait, on utilise des processus de machine learning, on est sur des processus informatiques, on appelle ça optimisation black box ou boîte noire. Alors en fait, l'idée est la chose suivante, on ne sait pas quels sont les paramètres, on ne sait pas quels sont les gens qu'on doit mettre à tel endroit. Eh bien, on va demander à un ordinateur de tirer au hasard. Il tire au hasard tous ces paramètres et il regarde, l'épidémie devrait donner ça comme résultat. C'est un peu cette idée de la boîte noire, c'est notre modèle. C'est le programme qui le connaît, on sait ce qu'il y a dedans, mais je veux dire, on lui met des choses en entrée, il dit en sortie, on devrait avoir autant de personnes hospitalisées, autant de décès. Et ça, on va comparer, est-ce que c'est la réalité? Bon, si on tire au hasard, il y a beaucoup de chances que ce soit non, la première réponse. Donc, ce qu'on va faire, on va recommencer. On va dire, oui, ça ne colle pas à la réalité, mais si je change tel paramètre, un petit peu, est-ce que ça colle davantage? Et on recompare. Si ça colle davantage, on dit « Ah, ça a amélioré mon modèle ». Si ça rend les choses pires, on dit « Non, on va tester autre chose ». Et on teste ainsi à répétition jusqu'à arriver à quelque chose qui colle aux données. À partir du moment où ça correspond aux données, on a donc l'idée de toutes ces choses cachées et ces paramètres qu'on ne connaît pas qui permettent d'estimer et d'avoir une idée de ce qui colle à la réalité. Alors, en fait, si on s'arrête là, en fait, on fait une erreur scientifique. De dire « j'ai trouvé, mon modèle dit voilà ce qui se passe ». Non, parce que rien ne dit qu'il n'y a pas d'autres choses cachées qui donneraient le même résultat. Vous pouvez avoir d'autres paramètres complètement différents, mais qui vont donner le même résultat. Votre ordinateur, on en a trouvé un, il y en a peut-être d'autres. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser un processus, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais un processus de Monte Carlo, qui va essayer de tester le plus possible ces possibilités. Voir tous les paramètres différents qui vont coller aux chiffres observés, éventuellement avec une petite différence, parce que les données ne sont pas parfaitement exactes, donc si c'est très proche. Et donc en fait, ça va donner quelque chose un peu comme ça. Là, vous avez une série de données, donc là, je vous mets juste des données totales, il y en a plein d'autres. Ils vont prendre hospitalisation par âge, etc. Donc c'est juste une idée pour voir. Plein de possibilités qui collent aux données. Et puis si je regarde ce qui se passerait dans le futur, il y a plein de choses différentes qui peuvent se passer. Toutes ces trajectoires rouges correspondent à ce qui se passe avant, aux données qui étaient là. Et donc voilà ce que vont sortir les modèles en fait comme sortie. Plein de possibilités de ce qui s'est passé, de ce qui pourrait se passer, encore sous des hypothèses, j'en parlerai après. Et donc il faut bien prendre compte qu'en fait on ne peut pas savoir quelle ligne va réellement s'effectuer. Il y en a plein de différences. L'intérêt c'est de voir quelles sont justement les possibilités qu'il y aura et celles qui seraient exclues. Donc, on est sous la forme d'un programme informatique qui va faire plein d'essais-erreurs, et en fait, c'est extrêmement lent. On dit qu'il faut généralement plus de 10 000 heures de calcul pour arriver à faire ça. Alors, si vous faites un petit calcul dans votre tête, il y a 24 heures dans une journée, il y a 365 jours dans une année, vous vous rendez compte qu'il faut plus d'1 an pour avoir un résultat. Donc, évidemment, on va utiliser des outils pour, c'est ce qu'on appelle des clusters ou des supercalculateurs. C'est des salles complètes qui contiennent des centaines de processeurs informatiques qui vont travailler en même temps. Donc là, on utilise vraiment du calcul parallèle. Vous voyez, toutes ces sortes d'essais, erreurs et de possibilités. Plein d'ordinateurs, plusieurs centaines, vont travailler en même temps en fait, pour arriver à ça. Et là, on peut avoir des résultats en quelques jours plutôt qu'en une année. C'est exactement les mêmes méthodes qui sont utilisées pour les prévisions météo. Parce que si on voulait faire sur un seul ordinateur des prévisions météo, la prévision pour dans 2 jours, vous l'auriez seulement 2 ans après. Ce n'est pas très pratique. Bon, j'ai parlé de différents problèmes, qui avaient plein de paramètres, mais je n'ai pas parlé du principal, mon fameux paramètre bêta. Et ce paramètre, c'est surtout les contacts entre les gens. On croise 10 personnes, 20 personnes par jour, etc. On est susceptible d'être infecté. Ça, c'était pour le modèle simple. Si on est structuré en âge, on a un problème, c'est que les contacts entre les gens ne sont pas les mêmes suivant les catégories d'âge. Forcément, les jeunes qui sont à l'école croisent beaucoup de monde. Les personnes qui travaillent croisent des personnes, mais de leur âge, moins des jeunes. Les personnes plus âgées restent peut-être davantage chez eux, et ainsi de suite. Et puis, quand il y avait des restrictions, on ferme les écoles, on fait du télétravail, on ferme les loisirs, ça touche des catégories d'âge différentes. Si vous imposez le télétravail, ça ne va pas changer beaucoup de contacts au niveau des enfants de 6 ans, mais ça va changer pour les personnes de 30 ans. Et donc, en fait, ce paramètre bêta, il n'en faut pas un, mais il en faudrait un pour chaque combinaison d'âge.
les personnes de moins de 10 ans qui croisent les personnes de moins de 10 ans, mais les personnes de 0 à 10 ans qui croisent celles de 10 à 20, et ainsi de suite. Alors là, ça explose évidemment parce que si par exemple vous avez 10 classes d'âge, vous vous retrouvez avec 100 paramètres à devoir faire. On avait déjà une centaine, on a une centaine d'autres rien que pour un. Vous n'allez pas pouvoir avoir un ordinateur qui arrive à déterminer ça. Donc, en fait, pour ça, on a un outil qui existait déjà un peu avant, mais qui a été super développé pendant le Covid, c'est ce qu'on appelle des matrices de contacts sociaux. C'est de savoir le nombre de contacts que les gens ont suivant leur âge. Et alors, en fait, comment on a ces contacts? Ça a été fait avec des enquêtes auprès des gens. On demande à des personnes, voilà, demain, vous comptez le nombre de personnes que vous rencontrez avec tel âge. On demande ça à une série de personnes et ça donne une idée de ce qui se passe. Et en fait, on demande ça pour différentes choses, comme par exemple, vous dites si c'est au travail, si c'est lors de visite à la maison, si c'est à l'école, et ainsi de suite. Et en fait, on a plein de ces données-là, parce qu'on en a qui sont avant l'épidémie et pendant l'épidémie. Avant l'épidémie, il y a une grande enquête qui a été faite, qui s'appelle Polymode, dans 8 pays européens, période 2005-2006, mais ça donne un peu une idée. Il y a même encore quelques plus récentes, de ce qui se passait avant l'épidémie, le nombre de contacts avec les gens. Ça permet de voir des différences, surtout entre les pays. C'est là qu'on remarque qu'en Allemagne et en Italie, les contacts, ce n'est pas la même chose. En Allemagne, les personnes vivent plus isolées. En Italie, on fait la festa avec la fête toutes les semaines. J'exagère un peu, mais il y a un peu cette idée-là. Et que le comportement du virus et même des solutions pour différents pays ne va pas être le même suivant les pays parce que tout simplement, la transmission, les paramètres ne vont pas être les mêmes. Et puis pendant l'épidémie, on a ce qu'on appelle l'enquête COMIX, qui est une enquête qui a été faite dans plein de pays, 20 pays européens, et en Belgique, c'était tous les 15 jours. Donc en fait, on n'avait pas un moment, mais une évolution avec environ 1500 à 2000 personnes. C'est un peu comme le système de médiamétrie en fait, ou d'audimat pour la télévision. Vous avez des personnes qui sont choisies, un peu différentes, et qui, tous les jours, il y a un boîtier qui enregistre, je regarde plutôt telle chaîne ou telle émission. Ben, c'est la même chose pour les contacts. Ces mêmes personnes-là, on les interrogeait, vous voyez combien de temps, tous les 15 jours, et on voyait l'évolution suivant les périodes de restriction, les périodes sans restriction. Et on avait ainsi des données qu'on pouvait utiliser dans les modèles. Et alors, en fait, une partie des données sont accessibles, pas toutes publiquement, parce qu'il y en a qui contiennent des informations style statut vaccinal, et donc ça ne peut pas être public. Mais je peux vous montrer, si ça ne plante pas, un petit site où vous pouvez aller jouer pour voir ce genre de choses. Alors, les données avant ou après, ici, c'est les données qui sont avant. Moi aussi, c'est Belgique en 2006. Et on a par exemple le nombre de contacts entre les personnes de 0 à 18 ans qui se trouvent ici, entre 18 à 60. On peut changer comme on veut les âges. Ici, je vais rajouter par exemple 20, 40. Et vous voyez ici, ça change complètement les contacts qui se trouvent entre les différentes catégories de personnes. Et on peut même s'amuser à changer des choses. On dit je ne veux pas tous les endroits, mais je vais prendre par exemple uniquement l'école. Dans ce cas-là, si j'ai l'école, ben, le contact, vous voyez, c'est surtout entre les 0 et 18, aussi 18-20, oui 18-20 c'est très court, mais c'est ici l'université. Et chez les adultes, c'est un peu moins, à part les parents qui viennent rechercher, ou ici les grands-parents qui discutent à la sortie de l'école, par exemple. Et donc, à partir de ça, on sait au moins avoir toute une série de paramètres qu'on sait mettre dans le modèle. Évidemment, il faut encore ajouter la probabilité de transmission. Comme je vous dis, ce n'est pas parce qu'on croise quelqu'un qu'on l'infecte. Donc, il y a encore un paramètre devant, mais au moins, ça permet d'avancer. Donc voilà, ici, j'ai fait un peu le tour de ce qu'il y avait derrière ce modèle. Maintenant, je vais passer plutôt sur ce qu'on en fait. Que peut-on faire une fois qu'on a cet ordinateur qui est capable de faire ces simulations? Que peut-on en faire? Et je vais aussi vous montrer ce qu'il faut faire attention. Les erreurs qu'on fait souvent sur l'utilisation, une série de warnings, un peu en même temps en montrant, mais voilà, généralement, des personnes l'utilisent comme ça ou comprennent comme ça, et c'est quelque chose de tout à fait erroné. Alors, je dirais qu'il y a 3 catégories de choses qu'on peut parler sur le présent, le futur et le passé. Au niveau du présent, vous faites tourner le modèle, l'idée c'est d'estimer les choses inconnues. Il y a des paramètres qui sont inconnus, il y a des données qui sont cachées. Ben, vous pouvez aller sortir votre modèle. Mon modèle dit voilà ce qui devrait se passer, ce qui se passe pour l'instant, ce qui s'est passé juste avant. Ici, par exemple, ce serait le pourcentage de personnes qui ont été réellement infectées.
donc sans ces biais de test PCR, ou suivant les âges, ou suivant les maisons de retraite, ici comme c'était fait séparément. Et on voit par exemple que les jeunes étaient très peu infectés durant les 2 premières vagues, mais par contre à partir de la 3e, ça s'est surtout propagé chez les jeunes. Voilà une première chose qu'on peut faire. Et premier warning qui est assez simple, mais c'est ne pas confondre ces données cachées et les données réelles biaisées. Parce qu'évidemment, si nos modèles nous disent s'il y a eu autant d'infections chez les jeunes et les personnes âgées, on a d'office des gens qui vont dire non, c'est pas vrai, les tests PCR, ils indiquent autre chose. C'est pas la même chose. On ne peut pas comparer. Dans l'autre sens aussi, on ne peut pas dire les tests PCR représentent la vérité, etc. C'est 2 choses différentes. L'estimation du modèle, approximative évidemment, et avec toutes ces possibilités, il y a des marges d'erreur. Et puis, il y a les données réelles, mais qui sont biaisées. Alors, peut-être ce qui vous intéresse le plus, parce qu'on parlait le futur, la fameuse boule de cristal, Madame Irma. Là, il y a plusieurs choses. Et je vais passer un tout petit peu de temps à vous parler de la différence entre 4 mots, prédiction, prévision, projection, scénario, qui sont 4 choses complètement différentes, ou parfois partiellement différentes. Prédiction, ça c'est Madame Irma. Les modèles mathématiques ne font pas de prédiction. On n'est pas à essayer de deviner quel sera le tirage du loto ou ce genre de choses. Prédiction, c'est vraiment dire, autant de jours, il va se passer ça, j'en suis sûr. Ce n'est pas ça qu'on fait du tout. Prévision, c'est déjà un peu plus proche de ce qu'on fait. Prévision, c'est dire, il pourrait se passer ça avec une certaine probabilité. C'est surtout ce que vous avez quand vous regardez votre météo. Demain, il pourrait pleuvoir à telle heure à une probabilité de 70%. Eux aussi, ils ont testé un peu toutes les possibilités, mais ils ne sont pas tout à fait sûrs. Pourtant, vous allez dire, la météo, ça devrait être plus sûr que les modèles mathématiques, parce qu'il y a des équations bien précises, des équations de la thermodynamique. Mais la météo ne peut pas avoir toutes les données. Elle ne peut pas avoir des ballons sondes dans chaque mètre carré de toute l'atmosphère pour savoir ce qui se passe. Et donc, il y a aussi le fait qu'il y a une partie des données, et donc il y a une incertitude là-dessus. En plus du fait qu'il faut aussi des années de calcul pour avoir quelque chose d'exact. Nous, en plus, on a le fait qu'on estime la façon dont les gens se comportent, mais ils se comportent comme ça un jour, rien ne dit qu'ils vont se comporter comme ça le lendemain. Donc, ce serait toujours un peu basé sur ce qui s'est passé avant, mais on n'en sait rien. Donc, on ne peut pas faire des prévisions en disant il y a 70% de chances qu'il y ait une nouvelle vague ou pas. Non, ce n'est pas possible. Projection, ça je vais détailler après, ça on sait faire, et scénario également. Alors, en fait, donc voilà, warning 2, j'ai dit confondre prédiction et résultat mathématique, ça n'a strictement rien à voir. Je vais vous montrer ce qu'on sait réellement faire avec. Les projections, c'est la définition concrète, c'est essayer de faire une prévision de valeurs futures basée sur ce qui s'est passé dans le passé, les données passées, les courbes d'évolution, et d'un modèle mathématique reliant ces données. Donc on a ce qu'on appelle en fait ici un modèle mécanistique, ce modèle qui va prendre des données, essayer de reproduire ce qui se passe, de coller, et puis après, il regarde que se passe-t-il si ça continue de la même façon. Alors en fait, l'idée d'une projection, c'est un peu comme vous apprenez à conduire, vous êtes sur la route et vous avez l'instructeur qui vous dit « Attention, vous déviez vers la droite, si vous continuez comme ça, vous allez finir dans le fossé. » C'est sous l'hypothèse que strictement rien ne change. Généralement, quand vous conduisez et que vous remarquez que vous allez foncer dans le fossé, à un moment donné, vous allez tourner légèrement le volant. Ça va changer les choses. Puis peut-être que la route va tourner d'elle-même, là on suppose que la route est droite, ou peut-être qu'un sanglier va débouler, va foncer dans la voiture, et qu'en fait tout ce que vous avez prévu n'a strictement rien à voir. Vous voyez, la projection, c'est dire on fait l'hypothèse que tout ce qui se passe dans le futur se passe exactement comme dans le passé. Et cette hypothèse est évidemment fausse, ça ne se passera jamais exactement comme dans le passé. Alors, si c'est faux, est-ce que ça a un intérêt? Oui, comme par exemple, quelqu'un qui tiendrait un magasin, qui remarque les 3 dernières années, j'ai fait autant de ventes et autant de clients supplémentaires, je projette pour l'année d'après, je devrais vendre autant. Ce ne sera pas la réalité, mais il peut déjà faire des choses, préparer ses stocks et savoir ce qu'il va investir en fonction de ça. C'est cette même technique-là. Et alors, donc, le warning ici, c'est imaginer qu'une projection est valable un temps infini. La projection n'est valable que tant que rien ne change. Si ça se peut, 2 jours après, les choses ont déjà changé. Et puis j'ai parlé de scénario. Alors, en fait, la projection est un scénario, on va dire, mais on va pouvoir en faire d'autres. On va partir d'un scénario de base, une baseline, généralement cette fameuse projection, rien ne change. Et puis on peut
Imaginez qu'on va changer des choses dans le modèle. On va dire, ben voilà, tu simules informatiquement. À partir de telle date, les gens ont 2 fois moins de contacts parce qu'il y a eu des restrictions venues des politiques, etc. Qu'est-ce que ça change? Le modèle va pouvoir simuler à partir de là. Comme vous avez vu qu'on utilise ces fameuses matrices secteur par secteur, on a les contacts dans les écoles, dans les loisirs et tout ça, ben on peut commencer à dire, ben tiens, si on ferme les écoles, qu'est-ce qui se passe? C'est assez facile dans le modèle, on dit les contacts viennent à 0 pour les écoles. Si on impose le télétravail, bon là, c'est pas mettre le travail à 0, c'est une diminution, c'est plus compliqué à faire, mais on peut jouer comme ça. On peut donc soit inventer un peu cette idée, on va diminuer de moitié de 20%, on peut réutiliser des estimations passées. Par exemple, on se demandait, tiens, en septembre 2021, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle vague? Après les vacances, on recommence l'école, on recommence le travail comme avant. On ne sait pas comment les gens vont se comporter, mais on va prendre ce qui a été étudié et observé l'année passée. On va dire, si les gens se comportent exactement comme en 2020, septembre 2020, et on reproduit la même chose en 2021, voilà ce que ça va donner. Une grande vague, une petite. Ça donne une idée. Évidemment, c'est toujours faux, ça ne se passera pas comme ça, mais on fait utiliser des choses. Et puis, on peut aussi dire, ben voilà, tiens, s'il y a un nouveau variant qui arrive et qui l'associe en plus, si on vaccine une partie de la population, qu'est-ce que ça pourrait changer? Mais là, c'est vraiment des scénarios, et ils sont là pour 2 utilisations, explorer différentes évolutions possibles. Dire, ça c'est possible, mais c'est seulement des possibilités, et on les base sur des hypothèses qui ne seront jamais exactement vérifiées. Elles seront peut-être presque vérifiées, mais pas tout à fait. Ou alors pouvoir avoir une idée de l'effet de différentes modifications futures comparées à d'autres. Qu'est-ce qui se passe si on fait ceci ou plutôt ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a un impact plus important? Je vais vous montrer quelques exemples réels hein, qui datent. Par exemple, en août 2020, on se demandait, va-t-on avoir une deuxième vague? Et l'idée, c'était de faire tourner ces modèles en imaginant que l'école reprenait. Parce qu'en fait, il n'y avait quasiment pas eu d'ouverture d'école. En juin, il y avait eu un peu de personnes à l'école, mais très faiblement. On va relancer l'école. Oui, mais il y aura quand même, ce ne sera peut-être pas la transmission exactement d'avant, parce qu'il y a les phénomènes de quarantaine. Si quelqu'un est malade, il ne sera pas là. On fait un peu plus attention. Il n'y avait pas encore les masques, mais ça diminue un peu. Mais est-ce que ça va revenir exactement comme avant, un peu moins, beaucoup moins? On n'en sait rien. Pour donner une idée, au mois de juin, on était plus ou moins à 25% de la transmission dans les écoles par rapport à 100% avant, donc c'est quelque part entre. Mais ici, c'est un scénario avec 55% de contacts scolaires et la transmission à l'école. Et voilà ce que ça donnait. Mais si ça se peut, la vérité, ça va être 80, 85 ou 60, on ne sait pas exactement. Et puis avec, vous voyez, une très grosse incertitude, ça c'est toutes les possibilités testées par le modèle. Alors je vous ai mis en mauve ce qui s'est réellement passé, qui était compris dans le scénario qu'on a fait, évidemment, mais ce qui est déjà assez intéressant à regarder là-dessus, c'est qu'il y avait une courbe en rouge au milieu, qu'on appelle la médiane. Ça ne suit pas cette médiane. C'est normal, je vais en parler après. Il n'y a aucune raison que ça suive cette médiane. Si j'ai mis les éléments en mauve, j'ai arrêté à partir d'une certaine date. Oui, parce que cette date-là, c'est le plus ou moins deuxième confinement. On a fermé plein de choses. Ça n'était pas dans le scénario. Ça n'a aucune idée de comparer quelque chose qui n'a rien à voir avec le scénario qu'on émettait. Donc tout ce qu'on fait est valable approximativement et jusqu'à changement de la politique, sinon ça n'a aucun intérêt. Comparer effets potentiels différentes mesures. On a malheureusement cette deuxième vague qui est partie. Que se passerait-il? Tiens, si on réduit les contacts au travail, de loisirs, qu'on passe les écoles en code orange qui réduisaient, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui devraient donner un impact plus important que d'autres ou donner un impact plus rapide que d'autres? Généralement, par exemple, les écoles, vous allez voir, c'est l'impact le plus lent. Pourquoi? Parce que si vous changez quelque chose à la transmission dans les écoles, c'est seulement 1 ou 2 semaines après que ça change la transmission chez les parents, puis 1 ou 2 semaines après chez les personnes âgées, et vous voyez seulement l'effet assez longtemps après. Donc ici, c'est comparer différentes choses. Aucun de ces éléments ne sera la réalité. Au final, les décideurs politiques ont décidé d'appliquer tout. Pas l'un ou l'autre, et même encore un truc en plus, et puis ça a râlé parce qu'on avait fermé les métiers non essentiels, si je me rappelle bien, qui est quelque chose, ça on ne savait pas modéliser par exemple, parce qu'on n'a pas de données sur le nombre de contacts qu'il y a chez les métiers non essentiels. Anticiper début février l'effet du variant alpha, ça c'était un des trucs les plus médiatisés, mais tout se passait bien, il n'y avait pas de nouvelle vague, on va relâcher les choses, et puis on sait, attention, en Angleterre il y a un nouveau variant,
Et on a déjà une certaine mesure des différences par rapport. Alors, pas tout à fait précis, on sait qu'il était entre 30% et 70% plus contagieux, probablement d'ailleurs entre 30 et 50. Mais ici, c'est un scénario 40% au milieu. On avait testé 30, 40, 50, on a tout testé, ici je vous en montre un. Que se passerait-il si on lâche les mesures, et revenir comme en septembre, avant les fermetures, si on ne fait rien, puis la vaccination qui va arriver, etc. Et vous avez en mauve ce qui s'est réellement passé. Encore une fois, on n'est pas pile dessus, ce n'était pas le même but. Ici, le but était de remarquer, en fait, rien que déjà si on ne fait rien, avec ce nouveau variant, malheureusement, les choses vont empirer. Je vous ai parlé qu'il y a plusieurs modèles. Alors, en fait, ce qu'on faisait aussi, c'est comparer les différents modèles. Ici, vous voyez le même scénario, mais sur 3 modèles différents, parce que les 3 modèles ne donnent pas pile la même chose, mais s'ils sont plus ou moins d'accord, on se dit, il y a quand même une certaine certitude là-dessus. Parce qu'en fait, normalement, au niveau scientifique, on a tout ce processus qui est de peer review, qu'on publie des articles, ça prend 6 mois, 1 an et demi avant que ce soit validé. C'est quelque chose qui était fait en parallèle. D'ailleurs, tous les modèles, je vous ai montré, il y avait les endroits où ils ont été publiés et validés par la communauté. Mais au niveau ici, même si certains étaient déjà en cours de validation, etc., si on disait, bon, écoutez, on a des résultats, mais on attend 1 an avant de vous les dire, le temps que ce soit validé, c'était plus compliqué. Donc, on avait utilisé un système plus rapide qui dit, on utilise plein de modèles, mais différents, faits par des équipes différentes, et on compare. S'ils donnent des choses différentes, on se dit, il y a un problème. S'ils donnent plus ou moins la même chose, on dit, il y a quand même plus de chances qu'on soit davantage dans le bon. Alors ici, je vais mettre plein de warnings parce que c'est vraiment le truc qui a été le plus utilisé, mais le premier warning, c'est penser que les scénarios couvrent toutes les possibilités. Non, on en teste certains. Déjà, même si c'est ça qui est choisi ou qui se passe, ce n'est pas exactement ça. Et puis si ça se peut, c'est complètement autre chose qui va se passer. Au niveau de toutes les possibilités, je vais vous donner un bête exemple. Ici, vous avez mis l'idée de 40% qui avait été testée, mais en fait, publiquement, on avait surtout donné 30-50%, parce que c'était plus ou moins les bornes inférieures et supérieures. Et il y a des personnes après qui disent « Oui, mais regardez, la réalité est un point que vous n'avez pas couvert, c'était entre les deux. » Ben oui, on a fait le pire cas, on a fait le meilleur cas, forcément, quand tout est possible entre. C'est un peu bête de dire « Oui, mais vos modèles, ils ne servent à rien, parce que, regardez, non, on donne certains scénarios, il faut comprendre, surtout en certaines hypothèses, et on ne peut pas couvrir tout. » J'ai déjà dit, considérer qu'un scénario va se produire exactement comme modélisé. Non, forcément, ce ne sera pas le cas. Ce sera peut-être assez proche, mais ça ne sera pas le cas. Considérer aussi que le bon scénario, parce que ça, surtout, au départ, les médias demandaient vos modèles, ils prédisent quoi? Mais on essaie d'expliquer. On a plusieurs scénarios suivants. Au bout d'un certain temps, ils ont compris qu'avec plusieurs scénarios, et c'est quoi le bon? Et le bon, il dit quoi? Mais non, il n'y a pas nécessairement un bon, parfaitement, et puis ce scénario ne va pas fournir des prévisions quantitatives précises. Parce qu'après, oui, vous aviez dit que ce serait tel jour. Un exemple qui revient encore cette année-ci d'ailleurs, mais qui était déjà passé en 2001, je vous donne cet exemple, chaque fois en septembre, on va se dire l'école, le travail recommence comme l'année précédente. En 2021, il a fait beau. En 2023, il fait super beau. Donc ici, les modèles disaient, ça va remonter un peu en septembre. Ce n'est pas encore vraiment remonté, c'est normal parce qu'on se basait sur une année où il a fait mauvais plus tôt. Le fait que ce soit mauvais, les gens plus à l'intérieur, ça se transmet davantage. On ne peut pas savoir quel va être le temps, le soleil, donc c'est toujours sur l'hypothèse. On reprend la même transmission qu'avant, le même nombre de contacts, mais en supposant que c'est plus ou moins le même temps à l'extérieur. Et donc, en 2021, on avait, voilà, vos modèles avaient dit ça va redémarrer à telle date et ça va monter jusque-là. Ça ne s'est pas passé. Non, ça s'est passé exactement 15 jours après. Tout était plus ou moins ce qu'on avait fait, mais 15 jours après, parce qu'il a fait 15 jours beau en plus et qu'il a fallu plus de temps que les vents se rencontrent à l'intérieur. Donc voilà, ne pas croire qu'on a un scénario qui va dire la vérité, c'est juste pour tester, avoir une idée, est-ce que ça va repartir ou pas? Est-ce que si ça repart, on est tranquille ou ça va dépasser les capacités hospitalières? Ça, c'est intéressant. Si vous voyez, si ça repart, ça ne va pas dépasser les capacités hospitalières, bon, normalement, ça devrait aller, il ne faut pas prendre différentes mesures, etc. Je passe au j'ai fait présent, futur, le passé exactement. On peut faire de l'analyse contrefactuelle en mode qu'est-ce qui serait passé si, voilà un bête exemple, il n'y avait pas eu la vaccination, le vaccin n'existe pas,
on a les variants alpha et delta qui sont arrivés, que se serait-il passé? Ben, ici, on voit, ben, tiens, ça serait encore bien passé avec le alpha, et puis le delta, ça aurait explosé. On peut faire ce genre de choses, le problème, c'est comment l'interpréter derrière. Parce que mon warning suivant, c'est essayer de tirer des conclusions simplistes d'une comparaison. Elle dit, il y aurait eu plein de morts si on n'avait pas vacciné. Il y aurait eu davantage de morts, ça c'est sûr, mais combien? Vous ne pouvez pas vous baser là-dessus. Je vais vous montrer un autre exemple ici, c'est parce qu'en fait, si vous basez là-dessus, vous supposez qu'on a juste retiré la vaccination, mais qu'on aurait fait exactement les mêmes choix que quand il y a eu la vaccination. On aurait fait exactement le même nombre de contacts, on aurait libéré toutes les mesures comme avant, alors que ça ne serait probablement pas passé comme ça. Donc, il faut faire très attention quand on analyse ceci. Et là, je vais revenir sur un peu cette idée. Tiens, par exemple, si on n'avait pas confiné, on aurait eu combien de morts? Là, les journaux, ils aiment bien ça. Le confinement a évité 100 000 morts. On aurait eu 100 000 morts si on n'avait pas confiné. 600 000 au Royaume-Uni. Est-ce que c'est vrai? Donc, ceci dit, par exemple, ce 100 000 vient réellement des modèles mathématiques. Mais en fait, vous pouvez le calculer vous-même, ce 100 000. Parce que lors de la première vague, on avait quand même un taux de mortalité qui était de l'ordre d'1% globalement pour le Covid. Ça s'est amélioré après deuxième vague parce que les soins étaient meilleurs. Mais vous considérez que presque toute la population va avoir le Covid parce qu'au bout de 70%, vous aviez l'immunité collective, mais c'est seulement au moment où ça commence à redescendre. Donc vous allez vite avoir 90% de la population qui chope le virus avec 1%, vous arrivez sur la population belge à environ 100 000 morts. Mais est-ce qu'on a réellement eu 100 000 morts? Non. C'est à la fois sous-estimé et surestimé. C'est sous-estimé parce qu'on imagine que les hôpitaux ont des capacités infinies, et une fois qu'on a dépassé les capacités, on sait soigner certaines personnes et pas d'autres. Donc techniquement, il y aurait eu davantage de morts. Le problème, c'est qu'on ne s'est pas amusé à tester, rester dans le couloir, on va voir si vous mourrez plus ou pas, sur des gens, donc on n'a aucune idée de ce qui serait passé, parce qu'on ne pouvait pas le tester en vrai, évidemment, et ça n'avait aucun intérêt. Mais alors aussi, ce nombre est surestimé. Parce que, comme je dis, il ne tient pas compte des adaptations qui se seraient passées dans ce cas-là. Adaptations réactionnelles qui peuvent venir de la population elle-même. Donc, en fait, ici, on a eu une politique sanitaire qui est venue des politiques qui disent on confine, on essaye de casser les choses. Si les politiques n'avaient rien fait, au bout d'un certain temps, la population aurait elle-même modifié son comportement. À partir du moment où vous voyez qu'il y a plein de personnes malades et qu'on dit qu'on ne sait plus soigner dans les hôpitaux, il y a beaucoup de personnes qui seraient restées chez elles sans plus bouger de toute façon. Donc on ne serait jamais arrivé à ce nombre de morts. Ceci dit, on est quand même à 34 000 au total. Donc on est quand même au tiers de ça avec les différentes vagues, pas sur la première. Mais pourquoi est-ce que, au final, il y a cette idée, c'est difficile de savoir ce qui serait passé et pourquoi. Alors on dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas les gens s'autoconfiner eux-mêmes? Bon, ça, il faut surtout demander aux politiques et aux épidémiologistes qui sont là pour les conseiller directement. Mais une chose qu'on peut remarquer avec les modèles, c'est qu'en fait, dès que vous faites une réduction de la transmission, ça a un effet, mais cet effet est beaucoup plus efficace s'il est effectué au début. Il est beaucoup plus faible s'il est effectué tardivement. Ça revient surtout du fait que cet effet est toujours en décalage. Et dès qu'on fait une mesure, c'est seulement 2-3 semaines après que ça se passe, parce qu'on stoppe les contacts, mais les gens sont infectés, continuent, etc. Et donc, si vous êtes dans une situation où les cas et les hospitalisations doublent tous les 3 jours, on est bien d'accord que si vous le faites quand c'est un chiffre bas, ça aura juste doublé 2-3 fois, mais ce ne sera pas beaucoup en absolu. Si vous le faites quand vous êtes déjà aux limites des capacités hospitalières, vous allez arriver facilement en 6 jours à 4 fois les limites de ces capacités hospitalières. Et même une fois que vous êtes plus haut, c'est plus compliqué parce qu'il va falloir redescendre plus vite, donc il faut des mesures plus strictes pour arriver au même effet, ou alors si vous avez les mêmes types de mesures, l'effet est moindre. En fait, mathématiquement, l'idéal, c'est de faire le plus tôt possible. Évidemment, c'est compliqué parce que la population, tant qu'il ne se passe rien, n'est pas prête à accepter des mesures. Au niveau de la population, c'est faire le plus tard possible, au moment où on est sûr qu'il y a un très gros problème, mais c'est là qu'elles sont moins efficaces. Donc en réalité, il y a un mauvais choix qui est celui du milieu. Généralement, les politiques se décident à faire des mesures au moment où on se rapproche de ça devient trop dangereux, mais assez tard que pour qu'on doit quand même faire des mesures assez importantes. Mais donc voilà, c'est très difficile, on veut dire, de savoir ce qui serait passé réellement si personne n'avait rien fait, parce qu'il y aurait plein d'autres changements, même les politiques auraient imposé des choses, mais plus tard, peut-être plus strictes, et ainsi de suite.
Alors, je vais m'attarder un peu sur le problème de l'incertitude. Vous voyez, j'ai toujours mis des grosses barres comme ça. Je vous dis, on tire plein de choses au hasard et donc on a plein de possibilités. Et en fait, mathématiquement parlant, on crée ce qu'on appelle un intervalle de confiance. Une médiane, qui est simplement la ligne qui sépare les 50 possibilités les meilleures contre les 50 possibilités les plus pires. Mais ce qui est important, c'est toutes ces possibilités. Parce que la médiane, c'est juste un milieu. Et donc, même ici, des institutions, on envoyait ça, j'en parlerai après, mais à l'Agence fédérale du médicament pour prévoir les stocks de projection, et puis ils disaient hey, mais la réalité, ça a dépassé la ligne de votre modèle. Non, c'est toute la partie rouge qu'il faut considérer. On ne sait pas absolument pas si ça va être dans le bas ou dans le haut. Pas de chance, c'était dans le haut ici. Mais donc voilà, un problème, considérer la médiane et nos intervalles de confiance, ça c'est un gros problème que font à la fois les éditeurs politiques, les médias, la population, etc. Au niveau de l'incertitude, vous avez cette fameuse médiane. Pensez que c'est une trajectoire possible. Non, en fait, il y a plein de trajectoires dans tous les sens. La médiane ne correspond à aucune des trajectoires qui sont marquées là. Vous pouvez parfois avoir la moitié des possibilités qui donnent une vague à un certain moment, l'autre moitié une vague à un autre moment. Votre médiane ne va donner aucune vague. Non, en fait, c'est parce qu'il faut vraiment utiliser toutes les possibilités. Et puis, il y a le problème qu'on dit en séance de cherry picking, c'est quand vous communiquez ça, par exemple, aux médias, vous en avez qui vont sortir « Attention, on va tous mourir avec la borne du haut », parce qu'ils ne transmettent que le cas le pire. D'autres qui vont prendre le cas du bas « Non, si ça se peut, il ne se passera rien ». Les deux sont vrais. Peut-être que ça va exploser, peut-être qu'il ne se passera rien, et encore peut-être que le scénario qui est utilisé dans le modèle n'est pas ce qui se produira. C'est juste des possibilités. Mais ne pas en prendre une et dire « moi je sors celle-là et c'est celle-là qui va se passer ». Et ça, c'est des choses qui se font beaucoup après avec les différentes personnes qui vont reprendre les résultats. Donc il faut faire très attention à ce qui est dit. Surtout qu'après, on vient nous reprocher « votre modèle avait prédit qu'il y aurait autant d'infections ». Mais non, vous avez pris le point le plus haut. Prenez un point intermédiaire si vous voulez quelque chose de plus correct. Là, je vais un peu justement rester sur les médias pour montrer un peu ce qui peut se passer. À gauche, vous avez un article du soir, un journaliste là, qui m'avait contacté personnellement, qui travaillait, que j'ai donné des chiffres réels et qu'on a fait un article qui a été relu, revérifié par moi, où c'est expliqué l'incertitude, les intervalles de confiance et tout ça, et les hypothèses qui sont derrière. À droite, vous avez un extrait du magnifique, je ne sais pas s'il faut appeler ça film, appelez ça comme vous voulez, ceci n'est pas un complot, j'imagine vous avez entendu parler, de Bernard Creutzen, où il y a exactement les mêmes projections. Mais il faut savoir que le réalisateur a demandé à une autre personne de commenter un reportage d'RTL TVI où RTL avait refait en passant du truc du soir, mais en supprimant l'incertitude, sans demander quiconque à personne, parce que généralement ils ne demandent pas, le tout basé sur moi. Donc c'est un peu le téléphone arabe, hein. Au bout il y a plein d'autres choses, et puis après on est venu dire, ces modèles-là, c'est des modèles foireux, ça n'a même pas l'incertitude. Mais si, allez voir, elle y était, c'est juste ça a été recopié, et les informations sont transformées entre-temps, et puis après on vient dire, c'est faux, c'est du n'importe quoi. Mais voilà d'où ça vient, généralement, ce changement d'information ici. Donc ici, Haute Warning, se baser sur l'information partielle que transmise par les médias, il faut toujours faire attention, qu'en réalité, ils réarrangent, ils aiment bien refaire des petites infographies suivant leur couleur, plus ou moins approximatives, ce n'est pas les résultats scientifiques qui sont exacts. Après, ils ont compris qu'il fallait mettre vraiment les intervalles de confiance, mais pour vous donner une petite anecdote, pour forcer les médias à mettre ces intervalles de confiance, j'ai commencé à leur envoyer les résultats genre une demi-heure avant un direct, pour qu'ils n'aient pas le temps de refaire. Puis après, ils ont commencé à comprendre qu'il fallait mettre ça, parce que sinon, on n'était pas content. Autre problème, l'indétermination. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus subtil. Mais vous voyez qu'on a des données, on a des choses cachées. Rien dit qu'avec les données qu'on a, on va pouvoir tout déterminer sur les paramètres et les choses cachées. Surtout qu'on n'a pas assez de données. Et ça a notamment été le cas tout au début du Covid, parce qu'on n'avait pas encore les données de séroprévalence, qui sont là pour un peu quantifier le nombre de personnes qui ont été infectées, mais sans symptômes. Tant qu'on n'a pas ça, on ne sait pas comment se propage le virus sur la population sans symptômes. Et je vous donne, mais c'est vraiment tout début avril, hein, on est tout au début, les tout premiers résultats de modèles disaient il doit avoir, au milieu de la première vague, ont déjà 11% et 39% de personnes qui ont déjà eu le Covid. Intervalle de confiance à 90%. Donc le modèle estime que 90% des possibilités est là-dedans. Mais il y en a qui sont en dessous et d'autres au-dessus. Encore. Et puis quelques jours après, on a la réalité, non, en fait, c'est 5-6%.
Donc même quand on donne ces intervalles de confiance, il y a toujours des possibilités extrêmes. Et là, on était dans les possibilités extrêmes, malheureusement, parce que quand vous regardez ici les projections qui étaient, c'est qu'en fait, si on était déjà à 39% d'immunité, on n'avait pas de deuxième vague, on pouvait repartir, on était tranquille. Malheureusement, ça n'a pas été ça. Mais voilà, il faut que les modèles s'améliorent au fur et à mesure de ce qu'on connaît. Et donc, il y a un warning qui est pensé qu'un modèle connaît tout dès le début parfaitement. Non, au fur et à mesure, on apprend. Problème du variant, ça c'est le coup du... voilà, on prévoit la trajectoire de la voiture et un sanglier qui passe, ça change tout. Ben, dès qu'on a un variant qui change complètement les données, comme c'est un processus de machine learning qui apprend, ben, il doit tout réapprendre. C'est un nouveau virus. Ça a été surtout le cas avec Omicron. Alors quand on était sur Omicron, en fait, on avait ce problème que les premières données qui venaient d'Afrique du Sud disaient ce variant est beaucoup plus transmissible. Et surtout, il fait une évasion immunitaire. Des gens sont réinfectés 2-3 mois après le précédent, mais on ne sait pas encore s'il est aussi sévère que le Delta ou pas. Pourquoi? Parce que ça s'est d'abord propagé uniquement chez les jeunes en Afrique du Sud, et on n'avait aucune idée si les personnes âgées allaient être hospitalisées ou pas. Les jeunes n'étaient pas hospitalisés, mais ils le sont déjà pratiquement jamais, donc on ne savait rien dire. Et donc, si on testait sur les modèles en changeant ça et en disant, voilà, le Covid, le nouveau variant, il a ça qui change, mais tout le reste reste le même, on arrivait potentiellement à une catastrophe. Mais puis, oui, mais peut-être qu'il est moins sévère, et donc on a testé différents scénarios, sévère, le 3/4, moitié, 25%, etc. Et puis, au bout de quelques jours, au niveau d'autres données dans d'autres pays, ouf, en fait, c'était la courbe du bas qui était la bonne. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut dire, maintenant, on sait, c'est plus ou moins ça qui va se passer, Omicron ne va pas faire exploser tout, ouf, on respire un peu. Mais voilà, il y a des changements comme ça, il faut vraiment, un modèle ne peut pas anticiper tous ces changements et des choses, des paramètres qui vont changer, il pourra seulement les comprendre une fois qu'on aura davantage de données à lui donner. Le dernier mini-problème ici, mais qui est plus du point de vue du modélisateur, il n'y a pas que la compréhension des extérieurs, mais modélisateur, c'est important. Quand on calibre, quand on fait sur certaines données, il y a certaines choses correctes à faire ou pas. On ne peut pas dire, je vais essayer de calibrer sur certaines données bien précises. Alors, si je vous montre 2 tentatives de calibration, à un jour près, c'est à peu près les mêmes données. Mais à droite, c'est un peu l'idée, on va essayer de coller très proche aux dernières données. Mais c'est exactement la même chose. Vous voyez, à gauche, il y a plein de possibilités. À droite, il y en a beaucoup moins. C'est ce qu'on appelle l'overfitting. Aller vraiment sur certaines possibilités, et du coup, on en oublie plein d'autres. Et ça, c'est un problème, en fait, que des personnes qui ne sont pas habituées à utiliser ce type de modèle risquent de faire. Alors, les personnes qui font ça habituellement savent qu'il faut éviter ce genre de choses. Hein, c'est un peu notre métier, donc on essaie d'éviter ça, on essaie d'avoir toutes les possibilités. Mais c'est là que certains vont pouvoir dire, voilà, on peut changer les choses. Vous voyez, les modèles, ils peuvent dire n'importe quoi. C'est quelque chose d'assez amusant. J'avais d'ailleurs une certaine conférence ici où quelqu'un disait, les statistiques peuvent dire n'importe quoi, on fait dire n'importe quoi aux statistiques. On ne dit jamais on peut dire n'importe quoi à l'algèbre ou à la géométrie. Les statistiques, oui. Non, c'est l'inverse. En réalité, on peut faire n'importe quoi à tout. Il suffit que la personne soit malhonnête, trafique les données, fasse des choses fausses. Mais scientifiquement, on n'a pas le droit de le faire. On ne le fait pas. Et c'est la même chose ici. Donc venir commencer à choisir des choses et fitter des choses pour exclure d'autres choses, il faut faire attention. Et des gens qui ne sont pas expérimentés, qui vont essayer un peu eux-mêmes à faire le truc sur des choses, ben, risquent de faire ça. Donc faire un peu attention à qui faire ça et comparer avec d'autres sources, c'est important. Voilà, je vais arriver tout doucement au bout, juste parler de cette utilisation politique de ces modèles, parce que voilà, ça a été utilisé. Oui et non, parce que là, le dernier warning, c'est croire que ces modèles décident de tout. En me donner, c'est les modèles qui vont vous gouverner. Non, ce n'est pas le cas du tout. Pour vous donner une idée, en fait, rien que les 6 premiers mois de l'épidémie, les politiques n'ont jamais vu la couleur de ces modèles. Ça n'a jamais été transmis du tout. Ça ne leur arrivait pas. Sur les 6 mois suivants, parfois, mais c'était plutôt utilisé si on fait ça, mais on utilise pour justifier ce qu'on a fait. Hein, et si jamais ça ne justifie pas, alors on ne les utilise pas. C'est plus au bout de 12 mois où c'était utilisé davantage, mais avec d'autres éléments. C'est un indicateur parmi d'autres. Nous, on dit, ben voilà, notre modèle teste, si on fait ça, ça pourrait donner ça. Derrière, il y a d'autres personnes qui disent, oui, mais telle mesure, ça a tel coût. Oui, mais l'épidémiologie, ça va être moins accepté ou plus accepté. Il y a tout ça à prendre en compte. Ça n'a jamais été, les modèles permettent de décider, etc. Et c'était jamais transmis là directement aux politiques, c'était transmis
à leur cabinet où ils ont des épidémiologistes ou au commissariat Corona avec des personnes qui regroupaient avec d'autres éléments, faisaient des synthèses, ainsi de suite. Alors en fait, ça servait à quoi ces modèles? Je dis, ça n'a pas tellement servi au niveau politique, un peu, mais pas tant que ça. En fait, ça servait à plein d'autres choses. Et ça, la population n'en a pas conscience. Alors évidemment, pour le côté scientifique, on fait des articles scientifiques, c'est notre métier. Partager des résultats avec d'autres scientifiques, on arrive à estimer des données cachées par moment, ben, d'autres parfois ont besoin de ces données cachées. Ben, alors ils nous demandent, tiens, votre modèle donne quoi pour pouvoir nous faire d'autres travail là-dessus. Collaboration avec Sciences Sanofi, ça s'est encore renforcé maintenant. Eux, en gros, ils ont surtout tout ce qui est données, santé publique, et les universités ont ces moyens de développer ces techniques-là qui ne sont pas chez Sciences Sanofi. On collabore pour arriver à des choses ensemble. Agence fédérale des médicaments, ça c'était une des toutes premières utilisations. Dès en fait, la fin de la première vague, l'agence nous avait demandé est-ce que vous savez donner des projections pour qu'on ait des stocks nécessaires pour les vagues suivantes. Alors là, on n'a pas besoin de savoir tel jour il va se passer ça. L'idée, c'est justement d'avoir cet éventail de possibilités pour qu'ils prévoient le stock pour avoir ce qu'il faut dans le pire des cas, même s'il n'arrive pas. Par contre, ça ne servait à rien d'avoir 20 fois trop de stock. Donc ça a servi énormément. Les réseaux hospitaliers, beaucoup d'hôpitaux nous demandaient vos modèles disent quoi? Parce qu'ici, on a un personnel fatigué, par exemple, on aimerait bien les mettre en vacances. Et puis, dans le modèle, on voit que dans aucun des scénarios au carnaval, il va se passer quelque chose. Par contre, il y a des scénarios où il pourrait se passer quelque chose à Pâques. Donc on va dire plutôt notre personnel, prenez vos vacances au carnaval, on n'aura pas besoin de vous à Pâques. Et on va pouvoir utiliser des chambres pour autre chose, mais qui vont peut-être devoir utiliser à ce moment-là. Ça a même servi à sauver des vies, en fait, parce que je peux donner un exemple. Le grand hôpital de Charleroi, avec qui on communiquait beaucoup, ont été très surpris lorsque, entre la première et la deuxième vague, on leur apprend, il y aura peut-être une deuxième vague, et elle sera peut-être pire que la première. On n'était pas sûr, mais vous avez vu, elle sera peut-être pire. Ils ne s'y attendaient pas, ils se sont dit, on a moyen d'accueillir 30 personnes en soins intensifs avec oxygène, etc., mais on pourrait facilement adapter 30 autres chambres pour ça. Ils l'ont fait. À la deuxième vague, il y a eu 57 personnes qui ont besoin en même temps de ces appareils-là. Donc 27 personnes ont pu, au final, je ne sais pas si être sauvées, je ne sais pas ce qui serait passé, mais être soignées, parce que l'hôpital a pu prendre conscience, puis justifier budgétairement aussi, attention, on va peut-être avoir besoin de ça. Donc on ne prédit pas l'avenir, mais on est là pour avoir des possibilités, attention, il va peut-être passer ces choses-là. Alors, tout ce qui est institutions, AVIC, ECDC, ça on travaille toujours avec l'Europe. Il y a carrément un hub en fait, qui regroupe maintenant plein de pays. On compare les choses entre pays, plus seulement au niveau national. Agence européenne du médicament, mais les universités, pour planifier, là, on risque de devoir faire des cours en parallèle. Il faut prévoir des moyens pour enregistrer, etc. Voilà, j'arrive à la conclusion. Donc, l'idée, au niveau de la modélisation mathématique, c'est que ça reste une réelle aide pour comprendre l'épidémie, éventuellement aussi dans la prise de décision. Mais il ne faut pas penser que ça détient la vérité, c'est juste un élément, comme dans le cadre de cet éléphant, on voit souvent un aspect. Il faut surtout des modèles qui doivent tenir compte des spécificités du virus, une fois qu'on a assez de données, comme le fait que voilà, chez les personnes âgées, c'est différent. Il y a peut-être des virus où pour le sexe, ça va être différent. Ce n'était pas tellement le cas pour le Covid, mais il faut pouvoir faire ces choses-là, au risque d'avoir des choses erronées. Et puis, tous les fameux warnings que j'ai donnés, et surtout le fait que les projections, ce ne sont pas des prédictions, c'est des scénarios, il faut comprendre à quoi ça sert. Et alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut s'en servir? Là, je vais terminer par une citation de Bradford Hill, un épidémiologiste anglais très connu, qui disait, en fait, tous les travaux scientifiques sont incomplets, ils vont toujours être modifiés, corrigés, dire que c'était faux, il y a des nouvelles données, il y a des nouvelles choses qui font dire, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se dire, on va ignorer ces travaux-là parce qu'on n'est jamais sûr. On ne sera jamais sûr. Mais si on a des informations, autant essayer de l'utiliser à bon escient. Là, je vous remercie de votre attention.